14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble ces 2 heures sur Sud Radio. Alors la passion ne dure tout au plus que 3 ans. L'amour peut durer toute une vie, mais à condition de l'entretenir. Lucie Vincent est avec nous et elle va nous expliquer tout ça dans quelques instants, notamment en quoi consiste la passion et en quoi l'amour. Et comme ça, on va comprendre en quoi ils sont différents. Et bien sûr, elle pourra aussi nous expliquer pourquoi la sexualité a tendance à se tarir au fil du temps et comment l'entretenir, ou plus exactement entretenir le désir. Et puis je vous propose aussi que nous évoquions ensemble les raisons qui font que le désir chez un homme et chez une femme, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, en ce qui concerne les 5 langages de l'amour, je rappelle que c'est important, l'intimité. On dit d'ailleurs pour certains sexothérapeutes que c'est un des piliers du couple. Mais les 5 langages de l'amour, il y a donc l'intimité, les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux et les moments de qualité partagés. Et là encore, on n'a pas tous les mêmes langages et c'est peut-être bien de pouvoir communiquer sur ce sujet. Bref, on a beaucoup de choses à se dire. Si vous êtes amoureux, si vous êtes en amour, si vous êtes en crise et si vous avez besoin de l'éclairage de Lucie Vincent, eh bien c'est le moment de nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez également nous envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte 7 20 18. Merci beaucoup d'être avec nous, Lucie Vincent. Mais merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un bonheur d'être là. Alors, vous êtes notre neurobiologiste. Toujours, oui. Et à chaque fois, vous nous expliquez de manière très rationnelle ce qui n'est absolument pas rationnel. C'est vrai, mais je crois que ce que vous avez dit là pendant l'introduction, en insistant sur le vocabulaire, c'est extraordinairement important parce que quand on parle d'amour, en fait, chacun est en train de décrire ses propres émotions, son propre vécu et qui n'ont peut-être pas quelque chose en commun avec celui qui écoute ce qu'il est en train de dire. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours aujourd'hui sur le fait que quand je parle de l'amour qui dure 3 ans, c'est cette étape passionnelle très particulière qui entraîne une sorte de folie cérébrale avec des effets très marqués. Et puis ensuite, il peut y avoir une sorte de transformation de cet essai en amour en une conversion qui fait que l'amour peut durer toute une vie. Et cet amour-là, l'autre jour, j'étais en congrès à Bruxelles avec l'association francophone pour la santé sexuelle. Et effectivement, on parlait de l'amour avec un grand A. Et je dis, mais il faut être un peu plus précis encore, parce que pour moi, l'amour avec un grand A, c'est l'amour qui dure toute une vie. C'est cet amour une sorte d'amitié qui est épicée par la vie sexuelle. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre un couple d'amis et un couple tout court? Eh bien, c'est l'activité sexuelle. Donc, je pense que c'est un pilier, comme vous avez dit, mais il faut en parler beaucoup parce que la communication dans la vie intime est très difficile pour beaucoup. Alors justement, c'est un peu le propos de votre dernier livre qui marche bien, Le cerveau des amoureux, c'est aux éditions Odile Jacob. Et dans ce livre, vous nous expliquez bien comment on fait pour que l'amour dure toute une vie, ou en tout cas dure, parce que toute une vie aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué parce qu'on vit plus longtemps, bien sûr, mais en même temps, quand on est amoureux ou quand on s'engage avec quelqu'un, on n'a pas envie que ça s'arrête, sinon on s'engage pas, on est bien d'accord. Et pourtant, un couple sur 2 aujourd'hui se sépare, ce qui montre bien que quelque part, on nous apprend pas le langage de l'amour. On ne nous apprend rien sur la vie relationnelle. C'est pourtant le grand sujet de la vie. Notre vie de couple peut faire une vie heureuse ou une vie vraiment malheureuse avec des relations qui ne durent pas, on peut se marier même 4 ou 5 fois en croyant à chaque fois que c'est le début d'une vraie, entre guillemets, histoire d'amour. Et je pense que ça manque beaucoup dans les collèges et dans les lycées. Ce sont des conversations sur comment fonctionne notre cerveau social, quels sont les types de relations différents que nous pouvons avoir et ce que cela signifie quand on tombe amoureux. Parce que beaucoup de gens partent avec l'idée que cet amour passionnel, le fait d'être fou de quelqu'un d'autre, ça signifie qu'on a trouvé la personne qui est bien pour nous pour toute la vie. On a trouvé la
personne de notre vie. La fameuse âme sœur. La fameuse âme sœur. Et en réalité, puisque ça ne dure pas, cette folie, la folie ne dure pas. Ça peut se transformer en amour, on peut aimer la personne, mais la folie qui fait que on est absolument addict de notre partenaire, on l'idéalise et on est très protecteur vis-à-vis ou de la partenaire, ça ne dure pas. Et le jour où ça s'arrête, mais les gens sont en droit de se poser des questions, de se dire mais est-ce que c'est parce que j'ai mal choisi, ou est-ce que cette personne m'aurait caché des choses que je vois maintenant que je ne voyais pas auparavant, et on prend les mauvaises décisions au lieu de partir sur de bases plus saines. Eh bien on se dit je me suis trompé tout simplement parce que notre biologie nous a envoyé un signal à un moment donné pour nous dire ah oui ce partenaire-là il peut aller pour la reproduction, c'est aussi bien que nôtre. Et c'est ça en réalité l'amour passionnel, c'est ça le message biologique. Je sens qu'il y en a encore qui vont pas aimer vos propos, Lucie Vincent, mais je provoque un peu. Oui, non, mais ça, je vous connais bien. Non, mais c'est quand même important de bien comprendre qu'il y a ce qu'on appelle, on va l'appeler la passion, et puis après il y a l'affection qui fait qu'on se sent réuni à quelqu'un, et c'est quelque chose qui prend des racines de plus en plus profondes. Mais en même temps, et je crois que là-dessus on est d'accord, Lucie Vincent, un amour durable sans sexualité, c'est pas un amour durable, c'est de l'amitié. Ça peut être de l'amitié durable, ça peut bien fonctionner. Je suis sûre qu'il y a énormément de couples pour qui ça fonctionne bien. Cependant, et on en parle souvent entre nous, une des différences entre les hommes et les femmes, question biologique, question de leur niveau d'hormones biologiques, c'est un taux de testostérone. Et c'est vrai que les hommes, ils ont un libido très marqué avec ce qu'on appelle en anglais le sex drive. Je ne trouve pas de traduction en français de ce terme. Le drive, la motivation. Le sexe qui dirige, enfin... oui, c'est le sexe qui dirige chez les hommes. C'est très fort. Et parce qu'ils ont ce taux de testostérone très fort, qui va de pair avec leurs très nombreux gamètes masculins qui doivent disséminer le plus largement possible. Ça fait partie de leur stratégie de comportement sexuel. Et donc, ce sex drive chez les hommes n'existe pas chez les femmes. Alors, dans les couples, très souvent, ça crée un déséquilibre. La femme est beaucoup moins intéressée par l'acte sexuel que son partenaire qui, lui, a besoin. On a envie, il a besoin. Ce que vous expliquez, c'est biologique, donc c'est intelligent de le savoir, de le comprendre. Et puis ensuite, on n'est pas des animaux, donc on peut aussi raisonner et arriver à gérer justement nos différences. On peut arriver à gérer nos différences. On peut se décider qu'on va s'intéresser beaucoup à notre vie sexuelle en tant que femme. C'est quelque chose qui se travaille. Plus on devient sensible et sensuel, plus on trouve du plaisir et de l'excitation à l'idée d'un rapport sexuel. Donc, il est clair que si on décide que, en fait, j'ai plus de libido, je n'ai pas envie de faire l'amour, et donc je repousse mon partenaire, ça ne va pas aller dans le bon sens. Non. Si on décide que ça mérite que je m'y investisse, eh bien, on peut trouver des solutions. Les sexothérapeutes sont là pour ça aussi, pour aider. Il y a énormément de livres sur le sujet. Bien sûr. Et d'un autre côté, l'homme peut apprendre à gérer un peu ses pulsions et à s'occuper un peu mieux de sa femme que de lui sauter dessus le soir il y a des moment approches, du coucher. Oui, il y a des approches qui font qu'on va trouver notre partenaire plus titillant que dans d'autres cas. Comme vous dites, le fait de sauter sur sa femme au moment du coucher, au lieu de préparer le terrain, de trouver des mots, des indices, des suggestions qui peuvent un petit peu l'exciter, ça va faire une grande différence dans la réponse qu'elle va donner. En tout cas, Lucie Vincent, on sait aujourd'hui que beaucoup de jeunes pensent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Vous nous affirmez le contraire. Et vous savez de quoi vous parlez puisque vous êtes neurobiologiste. On va essayer de vous aider à vous retrouver, à vous aimer au moins encore quelques temps. Et si vous avez besoin des conseils de Lucie Vincent, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Lucie Vincent est avec nous, neurobiologiste et autrice de ce livre « Le cerveau des amoureux » aux éditions Odile Jacob, dans lequel vous nous donnez plein de conseils pour faire durer notre histoire. Et on va commencer avec Louisia. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie. Bonjour Louisia. Et vous avez été amoureuse au premier regard? Oh là là, oui. Oh. Et je suis toujours, sauf que j'ai dépassé la phase des 3 ans passionnelle. Et Lucie, j'adore vos propos et on devrait vous avoir tout le temps avec nous parce que ça nous aiderait énormément. C'est super, mais tant mieux. Alors, racontez-nous un petit peu, ça fait combien de temps que vous êtes avec cet amour? Alors, je suis depuis 9 ans avec mon amoureux. Oui. Par contre, ça a été un parcours du combattant de l'amour. Lorsque nous nous sommes rencontrés et connus, mon amoureux était marié, mais on est vraiment tombés très très amoureux. Mm-hmm. Et je crois que déjà, une preuve d'amour, c'est faire preuve de patience. Parce que mon amoureux avait des principes et ce qui est normal et il ne voulait pas tromper sa femme et il avait raison. Et donc moi je l'ai attendu aussi. C'est-à-dire que vous vous êtes plus ou moins vus, mais vous ne faisiez pas l'amour ensemble parce qu'il était encore marié. C'est exactement ça et on s'embrassait même pas. En fait, ce que je savais à l'époque, c'est que son couple était mort depuis 10 ans. Ils étaient ensemble comme des étrangers. Mais il y avait cette barrière de dire je suis un homme marié. Donc pendant presque 1 an, on s'est vus amicalement. À chaque fois que je le voyais, je me disais il va m'embrasser aujourd'hui, et pas du tout. Ça a été compliqué, mais avec le recul, c'était très bien parce que ça a aussi testé nos sentiments et j'aurais pu en avoir marre et partir. Et je pense que justement quelque chose au-delà, en fait, dans les marques d'amour, et ce qui peut faire durer un amour, au-delà des cadeaux, de la tendresse, des surprises, des voyages, des bisous, je pense qu'il y a d'autres choses qui viennent comme la patience, le dialogue, la communication, la présence. Mais je pense aussi que ça donnait beaucoup de confiance l'un envers l'autre parce que lui, ça vous a prouvé qu'il avait le respect d'un engagement parce que même si son couple était mort, néanmoins il avait cet engagement qu'il avait fait. Et puis lui, il a vu que vous étiez attiré par lui, mais pas uniquement pour la bagatelle, comme on dit vulgairement. Ah mais complètement, c'est exactement ça Brigitte, c'était vraiment de l'amour. L'amour est né très aussitôt, on ne l'explique pas, là ça va être dans les neurosciences. Justement, moi je pose la question à Lucie Vincent, parce que c'est vraiment intéressant votre histoire. Pendant 1 an, vous êtes attiré, vous avez un coup de foudre, donc forcément du désir et une envie de vous sauter dessus. Vous ne le faites pas. Et pendant 1 an, quelque chose s'installe entre vous, qui n'est donc pas dû à la sexualité. Comment vous expliquez, Lucie Vincent, c'est quoi là? Mais un coup de foudre, ça n'implique pas forcément qu'on couche ensemble. Non, mais ça éveille le désir. Ça éveille le désir, mais on peut contrôler son désir et en profiter pour faire plus ample connaissance à la base des conversations, des situations vécues ensemble. Des mémoires qu'on construit ensemble, des balades dans un parc. Donc ça, c'est les moments partagés, dans les langages de l'amour, c'est les moments partagés. Pendant tout ce temps-là, on est quand même sous l'influence de tous les signaux sensoriels qui proviennent du partenaire. Le son de sa voix, la vue de son visage, sa façon de nous regarder dans les yeux, le toucher de sa peau. Il y a beaucoup de choses. Alors justement, je vous pose une autre question. Il faut profiter de la présence de Lucie Vincent. Vous êtes d'accord, Louisia? Et puis après, je vous demanderai ce qui s'est passé. Donc pendant 1 an, vous êtes dans du désir que vous ne concrétisiez pas, on est bien d'accord. Et est-ce que quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, forcément la sexualité sera bien? Ah non, pas forcément. Pas forcément. Pourtant, il y a le désir. Et il y a le désir, mais il peut y avoir. Je dirais que à la base, ce sera bien parce que ce sera la réponse à une envie.
Alors, le fait de pouvoir laisser entrer toutes les sensations, de vivre cette envie très profonde, ce sera toujours bien. Mais l'expérience sexuelle, est-ce qu'on aura un orgasme forcément? Non. Est-ce que ça durera plus longtemps que d'habitude? Non. Non, mais en tout cas, les peaux s'attirent. Oui, tout à fait. De ce point de vue-là, oui. D'accord. Et donc justement, quand vous avez enfin fait l'amour ensemble, c'était waouh. Alors, Brigitte, si je peux me permettre, oui. Avant de faire l'amour, je vais quand même vous dire quelque chose d'important. Ce qui a été pour moi le plus important, ça n'a pas été de faire l'amour, ça a été ce premier baiser. J'attendais tellement qu'on s'embrasse vraiment que lorsque nous sommes embrassés pour la première fois, j'avais 47 ans. J'avais l'impression d'être une gamine et d'embrasser pour la première fois. Et en fait, cette émotion-là, je pense qu'il me restera toujours parce que c'était très beau, c'était très fort et c'était très puissant. Et c'est vrai que lorsqu'on a fait l'amour, c'était également super parce que justement, on était au rendez-vous justement de nos peaux, de nos envies et puis enfin, on était dans la communion. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de subtilité, il y avait une sensualité qui n'était pas par les actes physiques, mais qui était bien présente. D'autant plus qu'on était toujours en contact du matin au soir, donc il y avait une forte présence. Et c'est vrai que ce baiser a ouvert la porte à la volupté et encore à l'amour maintenant. Alors ça, c'est une question que je vais poser aux hommes qui nous écoutent, parce que j'entends souvent de la part des femmes, la première fois que je l'ai embrassé, c'était comme une première fois. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les femmes. Est-ce que les hommes ressentent ça aussi? Moi, je lance l'appel parce que vous aviez un âge, donc on imagine bien que vous aviez déjà embrassé d'autres hommes. Mais là, quand vous l'embrassez, c'est comme si vous étiez encore vierge d'amour, si je puis dire. Ah mais complètement. Et les jambes qui tremblent, de dire est-ce que je vais savoir l'embrasser, comme une gamine en fait pour son premier baiser en fait. Ça, je ne sais pas si les hommes ressentent ça, mais en tout cas, moi, je lance l'appel et on verra si certains hommes... J'espère qu'on aura des témoignages, parce que je pense que le baiser, c'est un sujet. On n'a pas beaucoup... Il n'y a pas d'études. Je cherche toujours des choses qui nous expliquent cette magie du baiser, parce que c'est un rapprochement encore plus intime que l'acte sexuel, que la pénétration. Oui, puis on échange, j'imagine, des tas de choses quand on s'embrasse. Ça. Exactement, on rentre quasiment dans le corps de l'autre par son métabolisme, par tout ce qu'il est en train de produire comme phéromones et comme odeur et comme produit de tout ce qu'il est en train de vivre. Et donc, et c'est une immense surface dans la bouche de absorption. Donc, on est en train, en direct, d'absorber le corps de l'autre. Donc, je pense que le nombre de messages qui passent par le baiser sont extraordinairement importants. Alors donc, vous mettez ensemble, il quitte sa femme, j'imagine, et depuis 9 ans, c'est toujours le même, ou est-ce que vos sentiments se sont peut-être plus approfondis, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous diriez? Alors non, les sentiments ont vraiment grandi parce que sur cette période de 9 ans, justement, il a mis énormément de temps à quitter sa femme. Moi, je l'ai attendu et il y a un moment, j'en ai eu marre et j'ai fini par y mettre un terme. On a été séparés plusieurs mois où on était malheureux l'un et l'autre de notre côté. Et en fait, il n'y avait que lui. J'ai même eu 2 expériences puisque j'ai comparé malgré moi. Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec ces hommes-là? Parce qu'en fait, c'est lui. Et je pense qu'il y avait de la vengeance en toute honnêteté. Et on s'est retrouvés. Et on s'est retrouvés vraiment depuis une année où là, on vit vraiment une vraie relation au grand jour. Et là, alors, est-ce qu'on peut dire qu'on revit la passion comme si on était un jeune couple? Mais on a la chance d'avoir les mêmes goûts, à peu près le même caractère, ce qui fait qu'en fait, c'est d'une fluidité. On n'est pas toujours d'accord. Mais par contre, ça passe par énormément de dialogue. On discute énormément
Et c'est même la base de notre couple, puisque voilà, en fait, ce qui est intéressant dans notre histoire, c'est qu'on se connaît par cœur, on a confiance l'un dans l'autre et on s'aime. Par contre, c'est pas toujours drôle parce que la vie n'est pas toujours sympa, mais en fait, on fait preuve de beaucoup de volonté, de patience, de dialogue et également de lâcher prise, également de beaux moments. On profite toujours du moment présent. Bon. Donc, est-ce que je comprends bien que cette période de 9 ans, ça couvre toute la période où vous vous êtes attendus l'un l'autre et votre vraie vie de couple, en quelque sorte, a démarré il y a 1 an? Exactement ça. C'est ça. Donc, il faut dire que le chronomètre a démarré il y a 1 an. Sur les 3 ans de la passion. Parce que toute la période d'attente, en réalité, on est en train d'attiser le feu, en quelque sorte, de la passion. On n'a pas démarré la période passionnelle parce qu'on n'a pas pu se donner pleinement l'un à l'autre. On n'a pas commencé la période de vie ensemble. Et donc, c'est à partir d'il y a 1 an, quand vous avez donc cette période où vous allez avoir beaucoup de passion qui dure, disent les chercheurs, entre 18 et 36 mois. Alors profitez-en bien et puis mettez en place les piliers pour que ça s'enracine pour l'éternité. Merci beaucoup de votre témoignage en tout cas. On fait une petite pause. Vous pouvez également venir nous parler de passion ou d'amour ou d'affection ou d'amitié avec Lucie Vincent au 0826 300 300. Dans un instant, on se retrouve pour le Love Conseil et on va parler du profil sensuel de votre partenaire. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Lucie Vincent, on va parler du profil sensuel du partenaire. Et pour que quelqu'un avec qui vous êtes soit sensuel, eh bien, il faudrait pouvoir répondre à toutes ces questions. Et si vous n'avez pas au moins 5 réponses positives, il est temps de réparer l'erreur. Alors, écoutez bien. Est-ce que vous savez quelles sont ces zones corporelles les plus sensibles? Oui. Est-ce qu'il prend plus de plaisir à regarder ou à être vu? Quel est son sens le plus actif sexuellement? Est-ce que c'est la vue, l'odorat, etc. Quelle partie de votre corps l'attire le plus? A-t-il des préférences sur votre manière de vous habiller? Quel est son type de femme ou d'homme, ou ça pourrait être sa star préférée sur qui il a fantasmé quand il était plus jeune. Je dis il ou elle, oui, ça, bien sûr. Ça se fait dans. Quels sont ses mots du sexe? Est-ce qu'il est plutôt dominant ou passif? Et quel serait son fantasme? Bon, si vous savez pas répondre au moins à 5 de ces questions, ça veut dire que vous ne connaissez pas bien le profil sensuel du partenaire. Et c'est dommage parce que si on connaît pas bien le profil sensuel de notre partenaire, comment on peut arriver à avoir une sexualité qui s'adapte bien. Donc il faut réparer cette erreur et peut-être poser tout doucement ces questions-là à votre partenaire pour être plus au fait de son profil sensuel. Mais il y a des questions là-dedans et même si on a fait l'amour ensemble, on devrait connaître les réponses si on est un tout petit peu observateur. Faut-il être un petit peu observateur et moins égocentré peut-être? Mais peut-être. Est-ce que vous avez des données concernant le nombre de gens qui ont répondu positivement à plus de 5 questions? Là, il faudrait que je fasse le petit sondage sur... ça m'intéresserait. Oui, ça serait intéressant. Oui. Il faudrait qu'on lance plus de sondages dans cette émission. Oui, surtout qu'on aurait des réponses intéressantes et ça vous permettrait peut-être d'écrire votre prochain livre. Voilà, n'est-ce pas? C'était très intéressant. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte. Lucie Vincent qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Lucie. Donc vous êtes mariée depuis 13 ans, c'est ça? Oui, ça fait 13 ans le 14 juillet. Ouais, vous êtes mariée un 14 juillet? Ouais. Ça c'est une belle idée d'homme parce qu'au moins il est sûr de ne pas oublier votre date de mariage. Ah bah oui, et là il n'y a pas d'excuse. Non, là c'est un feu d'artifice chaque année. Chaque fois c'est la fête. C'est la fête. Et puis, c'était un sens, la liberté, la révolution. Moi, je suis assez révolutionnaire. Et l'égalité. Et l'égalité, ouais. Et vous vous connaissiez depuis combien de temps quand vous vous mariez?
ça faisait 5 ans qu'on était ensemble et oui, c'est ça, 5 ans. Donc ça fait 18 ans. Non, parce que ça compte, hein, là, on est bien d'accord, hein, Lucie Vincent, le décompte, c'est du moment de la rencontre, c'est pas du moment du mariage. Non, le mariage n'est pas du tout une garantie de passion. C'est souvent l'inverse. C'est souvent l'inverse, oui, c'est vrai. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne dit pas assez. Parce que il n'y a rien à faire. C'est un engagement fort, le mariage. Et il y a des personnes qui, quand cet engagement fort, tout d'un coup, s'est installé, il y a une sorte d'impression que l'autre est acquis et on fait plus d'efforts pour le séduire, pour le surprendre. C'est ça. Hein. Mais c'est très exactement ça. C'est-à-dire, pendant ces 3 ans de passion, nous sommes en mode séduction. Et souvent, on vit le moment où on s'engage l'un vers l'autre comme un acquis, comme voilà, cette phase-là est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à vivre sur mes lauriers et profiter du bonheur qui m'attend à chaque coin de rue. Et malheureusement, la vie n'est pas faite comme ça. Et du coup, si on oublie de séduire l'autre en permanence, c'est quelque chose qui ne doit jamais s'arrêter. La vie doit être tout un parcours de séduction de notre partenaire. Et donc, si on oublie ça et on ne met pas en route ce qu'il faut pour la suite, eh bien, le mariage peut être un mauvais moment. Mais bon, je pense que ce n'était pas le cas pour Delphine. Non, tout va bien, Delphine. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Lucie, parce que moi, je me dis toujours, rien n'est acquis. Et dès que je fais ma toilette le matin, que je choisis mes vêtements, c'est toujours, d'abord, il faut que je me plaise, mais c'est toujours dans le but d'avoir une réaction de mon mari. Je veux que son œil pétille. Ah, mais c'est super. Est-ce que son œil pétille? Oui. Oui, et puis c'est rigolo parce que quelquefois il y a des vêtements que j'ai depuis longtemps mais que j'avais pas remis, puis il me dit mais t'es super, je sais vieux ça. Ah bon mais je plais toujours quoi. Mais par contre c'est dans les deux sens. Moi il sait que c'est important pour moi que il doit me plaire aussi. Donc il doit faire aussi attention à lui. Exactement, qu'il doit bien se présenter, qu'il doit être en mode séduction aussi. Et est-ce que vous avez d'autres astuces dans la journée après de vous être habillé? Ça démarre le matin. C'est-à-dire que Fred, il se lève toujours avant moi et puis il me réveille en me disant « Ma chérie, ton petit-déj est prêt ». Donc tous les matins, c'est lui qui fait le petit déjeuner. Mais je vous dirais que c'est tout des petites attentions, des choses banales, si vous voulez. Hein. Alors, c'est banal sans l'être non plus, parce que ce sont les fameux rituels qui s'installent dans un couple et qui fait que ça crée des choses en profondeur. Ça consolide la vie à deux. C'est un travail permanent. On agit sur le cerveau chaque fois qu'on a une complicité avec l'autre. Et je pense que le rituel est une notion très important là-dedans. Donc le petit déjeuner, oui. Et vous ne faites jamais pour lui le petit déjeuner, ça fait pas. Non, j'ai essayé, Lucie, mais c'est son plaisir. Donc je lui laisse. Oui, mais bon, à côté de ça, je vais toujours prévoir des bouteilles d'eau gazeuse pour sa voiture, ses chewing-gums. À la maison, on ne manque jamais rien. C'est moi qui fais les courses. Mais j'aime bien, quand je fais les courses, si je vois un truc qui me plaît, que je le vois bien dedans, moi j'adore l'habiller, mon mari. Donc je lui achète beaucoup de vêtements. Et puis j'aime bien aussi qu'il soit toujours parfumé. Alors, quand c'est lui qui conduit, moi j'ai toujours de la crème pour les mains. Donc dès qu'il y a une pause, qu'on est sur un feu au feu rouge, j'adore lui faire un massage des mains. Oui, c'est chouette parce que quand même au bout de 18 ans, avoir encore ces petites attentions de prendre soin de l'autre, c'est joli. Mais si ce sont des habitudes qui se sont instaurées depuis le début, je pense que ça aide beaucoup. C'est très intelligent de votre part, à mon sens. Oui. On est très, très romantique. Pour nos 10 ans de mariage, on a fait faire un bracelet. Alors on a chacun, moi j'ai un jonc, lui il a un bracelet avec 2 corps qui s'enlacent. Et pour nos 10 ans aussi, on avait dit on le ferait pour nos 10 ans, on s'est fait faire un tatouage. On est chacun scorpion. Donc moi c'est sur mon bras gauche, lui sur son bras droit, et quand on se tient la main, ça fait un cœur. on est très fleur bleue en fait. Vous avez 15 ans ou quoi? Bah oui, j'en ai pas 15.
Non, mais ils ont 18 ans de vie commune. Avec sa moitié. Mais est-ce que vous avez des rituels aussi concernant vos rapports intimes? Alors, il rigole parce que moi, dès qu'il me touche, j'ai envie. Ah. Donc je sais que si mais voilà, mais le secret est là, c'est pas la peine d'aller plus loin, on a tout compris. Et donc il vous touche souvent, évidemment. Bah oui. Puis j'aime ça, j'aime le partage des caresses. Puis moi le soir quand je vais me coucher, j'aime bien toujours me parfumer, je me mets du lait pour le corps. Tu vois, ta peau elle est douce, tu sens bon, tout voilà. Vous faites l'amour tous les jours? Non, en vieillissant, on fait plus l'amour tous les jours. Parce que là, franchement, vous mettiez la pression à tout le monde, c'était pas possible. Mais je vous avouerai, Brigitte, que moi, ça me dérangerait pas. Ça ne vous dérangerait pas. Et quand j'entends une femme qui dit ça ne me dérange pas, j'entends ça m'arrangerait bien. Et oui, mais bon, Frédéric vieillit aussi et moi aussi, mais on a d'autres plaisirs. Oui, non, mais bien sûr. Et puis il faut pas non plus que le rituel devienne une obligation. Voilà. Oui. Non, mais bien sûr que non. Mais j'aime bien quand il me touche. Oui, non, c'est là votre secret, il est là. Hein. Il y a une alchimie corporelle, sexuelle qui est. Et vous avez une libido. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que ça s'est développé avec Fred? Alors, je vais vous avouer, j'ai été mariée pendant 15 ans avant. Et quand j'ai rencontré Frédéric, le premier soir, dès avant de faire l'amour, dès qu'il m'a caressé, je lui ai dit c'est toi. Il n'y aura plus aucun homme que toi qui me touchera. Et pour moi, Frédéric, je l'attendais. D'accord. Et là, comment vous expliquez ça sur le plan biologique, Lucie Vincent? Mais oui, ce sont des influences sensorielles qui correspondent à quelque chose d'attendu dans notre cerveau. Tout au cours de notre vie, nous emmagasinons des choses et ça peut être un bruit, une sensation, une odeur ou un mélange de plusieurs choses en même temps. Et nous ne savons même pas pourquoi, parce que tout est emmagasiné dans le cerveau subconscient et c'est au moment du réveil de tout ça. Et donc Frédéric, à ce moment-là, remplit toutes les cases. Et remplit les cases, exactement. Mais il faut dire oui, mais la chance, c'est que en remplissant les cases, il y a aussi cette intelligence des deux personnes qui arrive à reconnaître le besoin de continuer toujours de séduire, de chercher des moyens de plaire à l'autre. Et puis, je pense que la libido des deux partenaires est à un niveau équivalent. Et ça c'est vraiment fait pour consolider le partenariat. Après, Lucie, j'ai une question. Parce que nous, on est un couple très amoureux et les gens le voient, on s'en cache pas. On aime se tenir la main quand on va marcher. Même si on va promener les chiens, on se tient la main. On fait les courses, on est très, très... fusionnel. On a besoin de se toucher. Voilà. Et ce week-end, on a eu un dîner avec des amis, puis il y avait un jeune couple qui était là, il nous disait, mais vous êtes trop beau de ce que vous dégagez, en fait. Et moi, je pense qu'il faut montrer quand on s'aime. Quand c'est sain, on ne doit pas avoir honte de s'embrasser, mais à n'importe quel âge. Oh, mais oui, pourquoi? Il y en a qui pensent que vous devez avoir honte de vous embrasser? Quand vous avez dit vous êtes comme deux amoureux de 15 ans, quand j'ai connu Frédéric, on a eu des réflexions de nos ex-conjoints. Voilà, on était trop amoureux. Je me demande, c'est curieux, vos ex-conjoints, ce seraient des observateurs tout à fait sans biais à votre objectif. Ils ont transmis ça par les enfants. Oui, en plus, oh là là. Non, mais n'ayez pas honte. Je pense que quand on est sincèrement amoureux, quand on prend soin de l'autre par tous les moyens, on n'a pas à avoir honte de montrer ça. Au contraire, c'est un bon exemple. On voit tellement de couples se fâcher, chamailler, dire des choses désagréables, que pour une fois qu'on voit autre chose. Moi, je suis toujours preneur des petits moments de vue sur l'intimité d'un couple qui fonctionne bien. Je pense que c'est un message d'espoir pour tout le monde.
C'est ce que je pense aussi. En tout cas, vous donnez envie à beaucoup de monde qui nous écoute, Delphine, je crois. Merci beaucoup, merci de ce témoignage. On fait une petite pause et on continue, bien sûr. Venez réagir et poser vos questions à Lucie Vincent. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Lucie Vincent, neurobiologiste, est avec nous et dans son livre « Le cerveau des amoureux » aux éditions Odile Jacob, elle vous raconte comment entretenir la flamme de l'amour pour que votre couple dure longtemps. Gabriella est avec nous maintenant. Bonjour Gabriella. Bonjour. Donc vous êtes en couple aussi depuis pas mal d'années, je crois. 22 ans. 22 ans, oui. Et oui, il y a eu des moments assez difficiles et douloureux. Et je sais pas trop comment expliquer, mais en plus j'ai pris votre émission en cours. Je sais pas ce qui a été dit avant. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez eu une longue maladie, comme on dit, c'est ça? Oui, je peux le dire, hein, j'ai eu un cancer du sein. Avec la chimio, et j'en suis encore vers la fin, j'ai encore de l'immunothérapie, donc je suis en rémission, c'est super. Néanmoins, là, le couple, il a pris, même moi en tant que femme, c'était pas désirable, j'étais moche, je me sentais vraiment pas belle, pas désirable, très difficile. Lui, très patient, très bienveillant, rien à dire. Oui, déjà, vous êtes un couple qui traverse cette épreuve ensemble. Après, chacun la vit de manière différente. Et puis, comme je dis souvent, vous, c'est vous qui êtes touché de plein fouet avec tout ce que ça représente. Et puis, à côté, le ou la partenaire fait bonne figure. Ce qui ne veut pas dire que c'est si facile pour lui non plus. Exactement. Mais en même temps, il a l'empathie qu'il faut pour que ces problèmes difficiles pour lui ne vous empêchent pas d'aller bien, quoi. Enfin, en tout cas, de traverser ça. Oui, c'est ça. Mais ce que je voulais souligner auparavant, la maladie, évidemment, on l'a surmontée, et voilà. Mais c'est le après. Parce qu'en fait, quand on est dans la maladie, ça se passe, on vit, c'est difficile, mais c'est le après, la retombée, j'ai envie de dire, parce que tant qu'on est malade, on se bat, moi je viens d'une famille italienne où on nous dit, Davy, tu dois aller bien. Vous voyez, avec cet élan, cette force. Bien sûr. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de lâcher de pression qui fait que vous vous sentez un petit peu à plat. C'est ça. On revient, tout rentre petit à petit dans l'ordre. Ça prend du temps, mais voilà. Mais c'est là que je crois déjà. Moi, la première chose que je voudrais vous dire, Gabriella, c'est que il y aura un avant et un après pour vous, pour lui et pour votre couple. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez envie, l'un comme l'autre, de faire comme c'était avant. Ok. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent, parce que quoi qu'il en soit, il y a eu du vécu, il y a eu une nouvelle expérience, et vous avez un nouveau corps quelque part, puisque quelle que soit la présence ou pas d'une cicatrice, mais ce que vous avez connu comme traitement, ça a changé aussi votre corps pour vous et votre façon de vous vivre. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous trouviez plus séduisante, par exemple. Mais justement, au colloque le week-end dernier, il y a eu tout un discours sur la prise en charge de couples qui sont en train de vivre un cancer par Christine Reinert, qui a très bien parlé du travail des sexothérapeutes. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés sur cette prise en charge, mais un des messages principaux, c'était la nécessité de trouver des moyens de se parler de sa propre expérience, c'est-à-dire de vous et de votre mari. Chacun, vous avez vécu des choses à votre façon et vous avez aussi
interprétez ce que l'autre est en train de vivre. Vous croyez savoir ce qu'il a pensé à tel moment et ce qu'il pense maintenant, mais si vous ne l'interrogez pas vraiment, vous ne pouvez pas prendre en compte ce qu'il est vraiment en train de vivre. Et donc, il faut trouver le moyen de vous poser chacun tranquillement les bonnes questions à l'autre et d'écouter ce que l'autre a à dire sur son vécu et sur sa façon d'être avec son corps et le corps de l'autre aujourd'hui. Oui, parce que il y a quand même des choses importantes qui se passent sur le plan psychique. Il y a la peur, la peur de mourir, la peur de perdre l'autre pour lui. Et en même temps, il y a une chose formidable, c'est que vous avez vu à quel point vous pouviez compter sur lui, la confiance que vous pouviez avoir vis-à-vis de lui. Et ça, c'est quand même quelque chose qui renforce le lien d'attachement. Et en même temps, il faudrait pas maintenant que vous soyez une petite chose fragile qu'il n'ose plus bousculer, parce que Exactement. sinon, ça risque de nuire à votre sexualité quand vous la retrouverez. Oui, c'est ça. Et surtout que là, c'est comme si j'avais presque un blocage. Bon, je pense que je vais aller consulter de toute façon, parce que c'est comme si j'étais vide et que je ne ressentais plus d'envie, mais quelqu'un pas que sexuel. Je sais pas si on peut appeler ça une dépression. Ah, c'est possible que vous ayez une petite déprime. Est-ce que vous avez du plaisir, par exemple, à boire quelque chose d'agréable ou à manger quelque chose d'agréable? Pas tant que ça, quoi. Bon, donc il y a vraiment quelque chose qui s'est coupé au niveau du plaisir. Oui. Mais ça arrive après l'épreuve du cancer. Mais déjà avant, j'avais des blocages avant ça, et j'ai commencé à aller voir une thérapeute justement parce que j'ai des blocages. Et puis est arrivée la maladie, donc j'ai tout arrêté. Et malgré les soins de support de la Ligue qui sont juste extraordinaires. Après, moi, j'habite à la campagne. C'est assez compliqué de se déplacer. Mais justement, faut être loin. Mais justement, la campagne, essayez de profiter de la nature, ressourcez-vous dans la nature, parce que ça, c'est quand même une énergie qui est extraordinaire. Et puis, moi, le conseil que je vous donne, indépendamment de tout ce que vous allez suivre comme thérapie, etc., c'est de mettre du sens à votre propre histoire. C'est jamais anodin un cancer, ça arrive jamais à un moment anodin. Essayez de mettre du sens à votre histoire et mettre du sens à ce que ça provoque dans l'histoire de votre couple. Oui, c'est à revisiter. Mais oui. Mais sincèrement, c'est la piste la plus positive que vous pouvez avoir, parce que quand on met du sens, à partir de ce moment-là, de quelque chose qui a priori est négatif, on peut en faire quelque chose de positif. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, et c'est comme ça que j'ai vu les choses. Quand le jour du diagnostic, j'ai dit, mais ma chérie, si t'est arrivé quelque chose, si t'arrive ça, c'est pas pour rien, ça doit forcément raconter quelque chose. Du coup, j'ai essayé de mettre du sens, sauf que j'arrive pas à m'aligner, quoi. Et donc, comme j'arrive pas à m'aligner... ça prendra le temps que ça prend. C'est peut-être pour l'instant encore. Vous êtes peut-être encore sous le choc. Vous êtes encore dans la peur, dans tout ce que vous avez dû traverser. Enfin, je veux dire, on souhaite. J'ai peur de pas m'aligner de plus m'aligner avec mon compagnon, c'est ça. Et pourquoi? Je sais pas trop, je suis un peu perdue, c'est pour ça, c'est assez confus, et de me dire, j'arrive pas à m'aligner, donc je suis pas moi-même, donc du coup, il est temps que je m'aligne. Alors, peut-être, Gabriella, c'est ce qui me vient comme ça, ça vaut ce que ça vaut, mais je vous le donne, peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes plus la femme séduisante qu'il a aimée, et que vous êtes devenue sa bonne amie, et c'est peut-être votre féminité que vous mettez en jeu, là. Oui, c'est vrai, parce que j'ai pris, un bon coup de vieux sur mon visage, ça se voit, quoi. Mais oui, mais c'est pas ça qu'il voit, lui. C'est vous qui interprétez, là, je vous assure. Je vous assure. Parce que je crois que l'amour qu'il vous porte, il est bien au-delà de votre apparence physique. Et essayez de retrouver de la tendresse et de la sensualité ensemble, pour que vous puissiez à nouveau vous sentir désiré. Parce que je pense que c'est le cas, sauf qu'il n'ose pas. Et c'est là où, en effet, Lucie, vous avez raison, peut-être que vous avez besoin à un moment de vous faire aider, parce que lui n'ose plus, et vous croyez que vous n'êtes plus désirable. Donc, le fossé, il est là, entre vous.
Mais il n'y a pas de raison. Sinon il vous aurait lâché. Vous savez, on entend des hommes qui à ce moment-là lâchent leur compagne. J'ai eu discuté à l'Oncopole de Toulouse. Oui, il y a des femmes seules. Donc, s'il vous a pas lâché, c'est qu'il vous aime et qu'il vous désire. Sauf que il faut que maintenant vous montriez désirable. Il faut surtout admettre que vous puissiez être désirable pour lui. C'est pouvoir introduire ça dans son cerveau. Il faut l'écouter et le croire quand il vous parle. Ouais, encore autre chose. Non mais allez-y, reprenez-vous en main tous les deux. Entendu. Merci, Okay, merci beaucoup, Gabriella. Merci. Je vous propose une petite devinette, Lucie Vincent, et c'est à la neurobiologiste que je pose cette devinette. Sur le plan amoureux, c'est quoi une partouze? J'attends la réponse après les infos. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On va continuer à décoder ce qui se passe lorsqu'on est en amour. Lucie Vincent, grâce à vous, puisque vous êtes neurobiologiste et vous en parlez dans ce livre, Le cerveau des amoureux, votre dernier livre, sorti aux éditions Odile Jacob, et dans lequel vous nous donnez des tas de conseils très pratiques d'ailleurs, pour entretenir justement l'amour. Des moyens d'intervenir sur son cerveau, dans tout le système de l'amour, du lien qu'on a dans le cerveau. Et donc en ciblant chaque partie du cerveau, comment est-ce qu'on peut intervenir sur l'hippocampe pour réveiller le sentiment amoureux, comment sur l'amygdale, sur le système de récompense. Et il y a beaucoup d'astuces pour hacker en quelque sorte son cerveau amoureux. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aurez forcément des choses qui vont vous permettre de maintenir un lien amoureux. Alors, on va donner la parole à Magali qui est avec nous, mais je voulais ma réponse à ma devinette. Sur le plan amoureux, c'est quoi une partouze? C'est quoi une partouze sur le plan amoureux? Je donne ma langue au chat. Vous allez voir, la réponse est assez mignonne quand même. L'amour avec un grand A. L'amour avec une grande A. Un grand A. C'est-à-dire qu'on fait Oh, for goodness sake. Oui, sur le plan amoureux, la partouze, c'est l'amour avec un grand. Non, mais jamais j'aurais trouvé ça. Non. C'est mignon quand même. C'est très mignon. C'est vous qui avez inventé ça? Je sais plus parce que on m'en envoie. D'ailleurs, si vous avez des devinettes, n'hésitez pas à me les envoyer parce qu'il m'en faut une tous les jours, donc je serais ravie de les recevoir. Magali, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Lucie. Bonjour Magali. Mariée depuis 2 mois, c'est ça? Alors, on est mariés depuis 2 mois, on est ensemble depuis 8 ans. Donc c'est un deuxième mariage et ça fait 8 ans que j'allais presque dire que je suis folle d'amour pour lui, mais oui, que je le désire tous les jours et que j'essaie de faire en sorte que les petites surprises agrémentent notre quotidien. Ah, voilà, des petites surprises. C'est le système de récompense, ça. Très sensible à la nouveauté et à la surprise. Et oui, j'aime les faire, j'aime les recevoir. Et il vous en fait aussi, donc. Alors, oui. Mais c'est un petit oui, ça. Oui, en fait, c'est vrai que moi, j'aime bien faire des surprises, mais ça va être des petits mots, des post-it, un cadeau, réserver un spectacle éventuellement, vous voyez. Ça peut être, c'est large. Lui, il y aura des surprises, c'est sûr, mais ça va être plus sexuel. Vous voyez, ça va être un nouveau jouet. Oh, mais ça c'est curieux pour un homme. Oui, c'est inattendu. Mais ça va être un petit massage prévu, alors qu'on ne s'est pas vu de 2 jours. Ça va être que des petits. Mais ça vous plaît? Et ça me plaît. Oui, entendu. Bon, oui. Et est-ce que quelquefois vous faites des surprises sexuelles plutôt que des sorties, etc. Oui. Ah, oui. Oui, je peux l'attendre soit dans le salon, soit dans la chambre avec une position qui ne laisse aucun doute sur le message. Donc, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. On est très sexuellement actifs et lui, il est très à l'écoute de ce qui peut me plaire et ce qui peut être bien pour notre couple. Oui, donc on voit que oui, on voit que sur ce plan-là, sur le plan de l'intimité, vous fonctionnez bien.
vous comprenez bien, vous fonctionnez bien, donc ça c'est déjà un atout formidable pour maintenir le lien. Comme on dit depuis le début de l'émission, oui, si on a un libido un peu équivalent chez les deux partenaires, eh bien ça fonctionne, ça aide beaucoup dans le fonctionnement du lien amoureux. Et est-ce que je comprends bien que vous avez cette vie sexuelle bien active depuis 8 ans déjà? Oui. D'accord, donc ce n'est pas juste les premières 2-3 ans de lune de miel où vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Non, c'est vrai que moi quand je le vois nu, je lui dis que j'adore le voir nu, je le trouve beau, que il me fait toujours autant d'effet, quoi. Et je pense que moi aussi, en tout cas il me le montre, il me le dit. Alors, vous voyez, Magali, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que je crois quand même que y a rien à faire. Il y a des couples pour qui le lien sexuel, le lien ce lien-là est un lien qui existe. Et puis il y a des couples pour qui ce lien n'existe pas. Et là, il faut ramer pour arriver à maintenir une sexualité. Tandis que vous, on voit bien. Mon ex-mari, c'était ça. Oui, c'est ça. Et il y a rien à faire. Alors que vous êtes la même femme, sauf que il y en a un avec lequel il n'y avait pas ça, et avec lui, vous le voyez nu, voilà, ça fonctionne. Et ça, Lucie Vincent, ça s'explique pas sur un plan rationnel. Je suppose que ça s'explique un peu sur un plan biologique. Mais la biologie est rationnelle, a priori. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. On ne peut pas cibler une chose et dire c'est parce que vous libérez tel type de phéromones. Mais on peut imaginer qu'il y a tout un ensemble de facteurs qui font que vous êtes très attirants l'un pour l'autre. Et peut-être qu'il y a une disponibilité aussi. Et peut-être qu'il y a certains gestes, certaines caresses qui sont naturelles dans un couple qui n'est pas forcément le même avec les deux partenaires dans des couples différents. On n'est jamais la même personne en couple. On n'est pas standard de couple en couple. C'est l'ensemble, ce sont les deux qui fonctionnent ensemble. Cette fameuse alchimie dont je parle et qui, quelque part... Qui est en réalité une chimie. On dit alchimie, mais c'est une chimie qui fonctionne. C'est tout un ensemble de stimuli qui vont marcher ensemble et qui vont que, par microsecondes, on va approuver les gestes de l'autre et on va donner les gestes en réponse qui seront approuvés par le partenaire et ainsi de suite, qui crée toute une dynamique, mais qui a du succès et qui fonctionne. Et c'est pas parce qu'on est la même femme avec quelqu'un d'autre que ça marchera de la même manière. Il n'y a pas un Don Juan, il y a un couple donjuanesque. Ah oui, complètement. Moi, j'ai besoin de le toucher, j'ai besoin de le sentir. Après, je suis un peu plus tactique que lui, mais il accepte, et heureusement, parce que sinon, c'est très compliqué. Mais voilà, après, pour raviver la flamme, il faut qu'on fasse d'autres activités, vous le savez bien. Donc, cuisiner ensemble, je trouve que c'est assez sympathique pour la complicité, et un peu de sport ensemble aussi. Oui, les moments partagés, les moments de qualité partagés, ça c'est un langage aussi très important dans le couple. On ne le dit jamais assez qu'il ne faut pas oublier d'être un couple avant tout, avant d'être une mère de famille, un père de famille ou être une bande de copains. C'est très bien de sortir ensemble en groupe, mais il faut aussi privilégier des moments de partage en couple pour recréer en permanence le couple. Je pense que cette notion de dynamisme du couple, c'est très important. On ne peut jamais rester sur ses lauriers et dire ça y est, c'est bon. On a trouvé la solution. On marche bien. On est un bon couple. Je peux lui faire confiance. Non, c'est tous les quarts de journée. Il faut se le rappeler. Il faut se le consolider. Et il faut se mettre en condition d'eux. Et on le voit très bien dans les couples qui marchent. Ils sont en permanence en train de recréer leur couple. Oui, complètement. Mais j'ai une question pour vous. Quand vous vous fâchez, quand vous avez des grandes disputes avec votre mari, comment est-ce que vous les réglez? Alors, moi, je discute beaucoup et j'ai besoin de décortiquer, lui pas du tout. Donc, du coup, je suis patiente et je reviens dessus jusqu'à ce qu'on arrive à... Mais on n'a pas de grandes disputes, mais des désaccords, c'est comme ça que ça marche. D'accord, ok. Et vous lui laissez combien de temps avant de revenir dessus, comme vous dites? Je lui laisse une journée. Ok, quand même. J'attends le lendemain. Oui, pour le temps que ça redescende, parce que je sais que ça va l'agacer. Donc,
Mais vous lâchez pas tant que c'est pas décortiqué. Je lâche pas. Ouais. Et il me dit, mais non, je comprends pas pourquoi on revient dessus, alors que je dis, mais moi j'ai besoin pour justement ça se reproduise pas. Mais pour lui, il me dit, bah c'est fait, on n'en parle plus, quoi. Et non. Ça s'est produit, ça peut se reproduire si on n'en parle pas. Et à un moment donné, vous sentez que ça y est, vous avez fait la paix. Ah oui. Oui. Non, mais c'est bien. C'est-à-dire que vous allez jusqu'au moment où vous sentez que la paix est revenue en vous. Oui, parce que je lui ai dit, moi, je suis très je veux être exigeante pour nous, pour la qualité de notre couple, et ça passe par là aussi. Donc, même si lui, c'est compliqué pour lui, je lui dis que je fais pas pour l'embêter, mais pour que, voilà, on évolue et que ça puisse aller dans le bon sens. Et puis après, il vous touche et vous vous retrouvez. Voilà. Eh bien voilà. Merci Magali, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve pour notre rubrique C'est maintenant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien Lucie Vincent, c'est notre nouvelle chronique C'est maintenant et nous avons Véronique qui nous rejoint. Bonjour Véronique. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez choisi de demander pardon à quelqu'un. Vous ne l'avez peut-être jamais fait de vive voix et vous voulez profiter de l'antenne pour exprimer ça? Tout à fait. Donc, je souhaitais demander pardon à mon ex-compagnon. Oui. Qui dans un premier temps m'a trompée et dans un deuxième temps m'a quittée. Voilà. D'accord. Et vous considérez donc que c'est à vous de lui demander pardon? Enfin, en tout cas, vous avez envie de lui demander pardon. Oui, parce que je pense que déjà dans une relation, je pense qu'on a des torts partagés, même si la situation s'est passée comme elle s'est passée, on a très certainement des torts partagés. Ben ça, c'est formidable que vous puissiez dire ça, parce que ça veut dire que vous allez vous réapproprier cette histoire avec justement votre part de responsabilité, et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Ça me fait déjà du bien. Ça me fait déjà du bien, et donc sachant qu'on a de part et d'autre des responsabilités quant à la fin de l'histoire, même si c'est lui finalement qui est parti et qui a fait ce qu'il a fait. Moi, je souhaitais pardonner parce que j'ai pas envie de vivre dans avec de la rancœur, quelque chose qui reste au fond de moi et qui m'empêche finalement d'avancer. Alors d'abord, oui, ça maintient un lien, la rancœur, même si on n'est plus ensemble, comme la haine, d'ailleurs, ça maintient le lien, et donc ça nous empêche d'être libres pour autre chose. Mais je crois qu'il y a aussi une chose importante, la rancœur, ça ne permet pas de se souvenir des bons moments. Et au fond, je suppose, même si il vous a trompé, même s'il est parti, vous avez quand même vécu des bons moments ensemble. Et c'est ça qu'il faut garder. D'excellents moments. Je veux dire, j'ai appris beaucoup à ça. Enfin, il m'a appris beaucoup. Et c'est vrai que quand on a la douleur, quand on apprend la chose, on a un choc. Moi, ça m'a fait un gros choc, d'ailleurs. Ben, bien sûr. J'ai eu du mal à reprendre pied. Donc c'est vrai que je suis passée par tous les stades. Je me suis posé des questions, je me suis remise en question. Je l'ai détesté. J'ai détesté ce qu'il y avait autour de lui. C'est passé par plein de... Oui, la colère, bien sûr. Oui. Mais qui est aussi un moyen de tenir, la colère. C'est ça. Sinon, je pense que je me serais effondrée. Parce que j'ai à deux doigts de m'effondrer quand même. Je pensais à des choses pas très jolies, on va dire. Et pour le coup, j'ai réussi à tenir de cette manière-là, à me raccrocher. Puis j'avais plein de choses à gérer au niveau du travail, au niveau de l'appartement. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué, puisque tout s'en mêle dans ces moments-là. Et pour le coup, quand je suis sortie de tout ça et j'ai pu me poser, tu vois que j'ai bien pleuré et tout, je me suis dit, en fait, c'est son choix, c'est certainement son bonheur, il était ailleurs et pas avec moi. Mais en fait, moi, j'ai pas à me,
me rabaisser par rapport à ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Non, mais vous savez, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, justement, de lui demander pardon. De lui demander pardon, c'est aussi de le libérer. Et donc, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire, puisque tu es mieux ailleurs qu'avec moi, je te rends ta liberté, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc il ne le sait pas, hein, puisque du coup, quand il est parti, il a coupé définitivement le contact. Donc ça a été assez violent quand même. Hein. Oui, mais le temps passe. Oui, mais il n'y a pas de... Vous voyez, vous n'avez pas le temps... Enfin, je sais pas comment expliquer, vous n'avez pas le temps d'essayer de discuter, d'essayer de... Même si, je veux dire... vous savez, Véronique, dans ces moments-là, on est parfois tellement, comment dirais-je, à vif par la souffrance, par la colère, par la rancœur, par tout ce qu'on voudrait récupérer, que de toute façon, la communication, elle est pratiquement impossible. Pendant un certain temps, elle est impossible, mais avoir l'intelligence de revenir dessus dans votre tête et de refaire la part des choses, c'est une façon de vous réconcilier avec vous-même. Parce que, effectivement, vous avez dit de très très bons moments ensemble. Tous ces moments sont emmagasinés dans votre tête. Vous avez créé quelque chose. Le lien existe. Et être obligé de nier ce lien pour le restant de votre vie, c'est très dur. Vous êtes en train de refuser une part de vous-même. Tandis que vous, ce que vous avez fait, vous êtes revenu dessus. Vous avez reconnu votre part de responsabilité et c'est tellement vrai ce que vous avez dit, il y a toujours deux histoires à prendre en compte. Il n'y a jamais une qui a tous les torts et l'autre qui a toutes les mérites. Et donc, bravo pour ça et bravo de pouvoir garder votre histoire pour vous et de le garder en votre cerveau et pour le restant de votre vie. Et peut-être qu'il ne vous parle pas en ce moment, peut-être que vous avez perdu le contact, mais la vie est longue et il y a le temps de revenir et de vous reconstituer en tant qu'amis avec ce passé en commun qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et quand bien même ce pardon, vous l'envoyez à l'univers. Oui, aussi. Et donc, vous vous en libérez. Tout à fait. Ça a été très important, Brigitte. Comme vous dites, l'univers, dans les moments de solitude, je l'implorais, hein, je vous assure. Mais oui, mais vraiment. Mais vous savez, quelque part, c'est ce qu'auraient dû faire les religions, c'est nous faire comprendre à quel point on est reliés à l'univers, on est reliés à la nature, on est reliés les uns aux autres. Et du moment où on comprend ça, on peut être dans cet amour inconditionnel qui n'est pas de l'amour gnangnan. C'est juste vous remerciez l'univers d'avoir vécu ce que vous avez pu vivre avec cet homme et vous lui pardonner pour que l'univers vous libère et le libère et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de beau qui se met en place. Et de manière plus prosaïque, c'est un message pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui peut-être verront leur propre histoire d'une manière un peu différente grâce à votre témoignage. Eh bien, vous savez, Brigitte, l'univers, je l'ai ressenti à ce moment-là. Oui. Et je crois que c'était la première fois que je ressentais quelque chose en fait. Vous voulez dire ressentir quelque chose au plus profond de vous-même, hein? Oui, qu'on comprenne bien, parce que moi je comprends, parce que ça m'est arrivé la première fois, c'était quand j'avais acheté ma première maison, et le premier soir je me suis retrouvée dehors face à un ciel étoilé. On voit pas le ciel étoilé en ville, on ne le voit qu'à la campagne. Et c'est cette première fois où je me suis sentie reliée à l'univers. Et c'est une sensation en effet où on sent comme s'il y avait un fluide qui part à l'intérieur, qui rentre à l'intérieur de nous, hein, c'est ça? Tout à fait. Et ça m'a beaucoup aidée. En fait, moi, ça s'est passé aussi dans la nature. Ouais. Puisque j'habite plus dans le sud. Hein. Et du coup, j'étais dans un grand champ d'oliviers. Et je promenais tout le temps, là, souvent. Souvent. Et je pensais, souvent sans qu'il se passe rien.
Et quand même, je me suis adressée à l'univers, vraiment. Ça paraît peut-être bizarre pour tout un tas de gens, mais j'ai ressenti quelque chose, et encore aujourd'hui, quand j'ai un souci, quand je vais plus ou moins bien, je vais dire, ça m'émeut tellement. Je fais appel à l'univers, bizarrement. Mais non, je reçois des réponses. Et je reçois des réponses parce que dans mon quotidien, je sens que cette période qui est un petit peu bancale, que je suis en train de traverser, puisqu'on traverse des hauts, des bas, des hauts, des bas, et bien quand je suis en bas et que j'arrive à me connecter à l'univers et à lui parler même, parce que je parle tout. Et en fait, je ressens que dans la problématique que je suis en train de traverser, ça adoucit la chose. Ben oui, et je me dis en moi-même, ah tiens, quand même, c'est étrange, mais tu vois, tu reçois du bienfait en échange. Et oui, on est relié à quelque chose de plus grand et qui est après. Je souhaite à tout le monde d'arriver à ça, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus jamais vraiment seul, évidemment. Écoutez, oui, dites-lui, je te demande pardon. Formulez vraiment la phrase, c'est important, Véronique. Demande pardon, et j'espère que dans ta vie, tu es heureux et qu'il t'arrive plein de bonnes choses, voilà. Bravo Véronique, merci beaucoup, merci de votre témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil et on va parler de l'amour sonore. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, Lucie Vincent, on va parler de l'amour sonore. Et ça, c'est intéressant aussi parce que sur le plan biologique, vous allez certainement aussi nous dire des choses. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment entendre la femme gémir, crier sa jouissance. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt masculin. En tout cas, on l'a remarqué. Les femmes seront plus à aimer des paroles d'amour ou qu'est-ce que tu es belle, ou etc. Mais je vais surtout parler des bruits qui peuvent quand même gêner lors des rapports sexuels. Et c'est vrai que l'ouïe, c'est un sens important dans la sexualité, comme tous les sens, mais voilà. Alors il y a notamment les bruits que font parfois le vagin, c'est-à-dire que dans le va-et-vient du pénis, il rentre de l'air. Voilà, c'est parce qu'il rentre un peu d'air qu'il y a des bruits. Donc il y a plusieurs manières de mettre un terme à ça, si ça vous dérange. Soit vous changez de position et parfois ça suffit, ou alors vous mettez juste un tout petit peu de lubrifiant, voire même de salive, ce qui va un peu lubrifier et qui va donc faire moins de bruit. Il y aura moins d'air qui va pouvoir circuler. Et si vous êtes par contre gêné à l'idée de crier, mais que si vous ne le faites pas, ça vous empêche de vraiment lâcher prise, il y a une solution, c'est déjà peut-être de mettre un peu plus une musique de fond qui va combler un petit peu le silence, et donc vos cris sembleront moins importants. Et puis si vous avez vraiment envie de hurler de plaisir, vous pouvez tout à fait mettre quelque chose dans votre bouche. Je vous dis pas de vous étouffer évidemment, mais qui va vous permettre de mordre et de crier dessus, et ça va amoindrir le bruit sonore aussi. Donc c'est aussi voilà, mais c'est vrai que c'est important de faire attention. On sait par exemple qu'il y a des femmes, si elles entendent le téléphone sonner, ça leur coupe tout. Donc il faut faire attention avec tous ces bruits parasites qui peuvent nuire aux ébats sexuels. C'est vrai que les sons autour de nous sont très importants. Ça peut être autant excitant que inhibant. Quand on fait l'amour. La question du vagin, c'est un petit peu aussi parce que quand la femme est très excitée, le vagin s'ouvre de plus en plus. Alors plus ça ouvre, plus il y a la possibilité de air parasite qui rentre. Donc même si elle est gênée par le bruit, il faudrait que le partenaire interprète ça comme étant un signe très positif. Déjà, si on l'interprète comme étant positif, ça devrait moins gêner, oui. Vous avez raison. Oui, tout à fait.
Bon, je suis pas trop pour qu'on s'étouffe quand. Non, bien sûr, faut pas lui mettre l'oreiller sur la figure pour qu'elle étouffe ses cris. Surtout s'il est censé trouver ça excitant. Mais les bruits, on voit chez les animaux que c'est souvent par le bruit qu'on fait appel à l'autre, qu'on exprime son désir vis-à-vis de l'autre. Donc, et c'est naturel que ça arrive chez l'humain. Et je pense toujours que quand on est au stade dans un couple où on peut, par un regard, trouver drôle ou excitant ce genre de phénomène, on a passé dans un stade de complicité qui permet tout. Bien sûr, et puis c'est ça. Encore une fois, l'acte sexuel, c'est assez animal, et donc il faut accepter tous ces bruits qui peuvent parfois déranger. Oui, même il faut rentrer là-dedans, il faut en profiter, en jouir, trouver que c'est un travail justement sur sa sensoralité, sensibilité de toutes les manières, et l'utiliser, oui. Exactement. Alexandra, bonjour. Bonjour Alexandra. Oui, allô, oui, bonjour Brigitte, bonjour à l'invité. Lucie, bonjour Alexandra. Alors, vous avez un nouveau compagnon, je crois, c'est ça ? Oui, un nouveau compagnon, oui. Depuis quelques mois maintenant. Parce que vous êtes veuve, si je comprends bien, enfin si je lis ce qu'on m'a écrit, et donc oui. c'est votre nouveau compagnon depuis votre veuvage. Oui. Bien après, vous savez, après un décès, nous mettons un certain temps à, j'allais dire, se réaligner à la vie de tous les jours. Bien sûr, et donc, forcément, ça fait partie de la rencontre aussi amoureuse. Mm-hmm. Donc, on va parler de ce nouveau compagnon. Vous l'avez rencontré il y a combien de temps ? En fait, ça fait 2 ans, mais disons officiellement, ça fait juste quelques mois que nous sommes ensemble, c'est-à-dire 8 mois. Mm-hmm. Mais parfois, c'est pas le temps qui fait la relation. Vous savez, on peut rester peu de temps avec une personne, mais c'est très fort. Oui, bien sûr. Et je peux vous demander votre âge ? Oui, 51 ans. D'accord. Et vous étiez mariée pendant combien de temps ? 16 ans. D'accord. Vous aviez une bonne relation avec votre mari qui est décédé ? Oui, nous avions une bonne relation. Nous avions les mêmes objectifs, c'est-à-dire de faire une famille et d'être complices, etc. Donc oui, cela s'est bien passé. Oui, et vous dites que le temps n'est pas important parce que vous trouvez que vous avez une relation très forte avec votre nouveau partenaire ? Oui, exactement. Ah, de quel point de vue ? Eh bien, au point de vue déjà intellectuel et puis physique, vu que nous sommes physiquement aussi, il y a des sensations quand même qu'on ne rencontre pas tous les jours. Je vois de quoi vous parlez, Alexandra. Ça c'est formidable parce que déjà il y a ce lien fort corporel qui vous lie. Après, attention parce que ce lien corporel au bout de 8 mois, il peut cacher d'autres choses. Donc après il y aura évidemment la vie à deux qui vous montrera si tout va bien. Oui. Mais je veux pas du tout faire la mauvaise fée. Je dis juste que qu'il faut vivre ce que vous êtes en train de vivre formidablement bien. Et voilà. Mais c'est vrai que ce lien, il est un point d'accroche, mais c'est pas forcément suffisant pour qu'un couple puisse durer sur le long cours. Oui, vous voulez parler du physique uniquement. Oui, ça ne suffit pas. Il n'y a pas que ça, justement. Oui. Et il y a beaucoup de différences dans cette relation par rapport à votre partenaire précédent, votre mari, pardon. Il y a un peu de ressemblance. L'âge avancé, les principes. Oui. Vous l'avez rencontré comment ? En fait, comme je vais souvent en vacances à un endroit, à force de se croiser, et c'est surtout par rapport, on m'a présenté cette personne, tout simplement, voilà.
Et puis. Mais on vous l'a présenté avec l'impression que ça pouvait coller entre vous? Absolument, en fait c'est ma sœur, voilà. Ah oui, donc vous voyez, donc votre sœur, elle vous connaît bien, donc elle a dû penser que cet homme pouvait vous convenir. Donc ça c'est plutôt plutôt un bon point, je trouve. Il vient avec une bonne référence en fait. Oui, exactement. Quand vous avez comme ça des connaissances qui vous connaissent bien. Ouais. Et c'était pas un inconnu qui s'est présenté un soir dont vous avez aucune historique, quoi. Exactement, oui. Oui, ça aide beaucoup, hein. Et mais ici, il a à peu près le même âge que vous. Il a déjà eu une histoire au moins dans sa vie. Oui, son parcours, oui, beaucoup de catastrophes avec les femmes, mais bon. Oh là là. Vaut mieux tard que jamais. Oui, enfin, il faut bien l'interroger sur ces catastrophes. Ah, d'accord. Oui, quelle est sa part de responsabilité? Parce que là, quand on a quelqu'un qui a eu des catastrophes, il faut bien voir si... Alors peut-être qu'il avait tendance à être attiré par des femmes à problème, hein. Je suis pas... Exactement, Brigitte, c'est ça. Quelque part, vous savez, quand une personne, homme ou femme, a une vie stable, etc., il y a toujours une faille. On se dit, mais comment fait-il ou fait-elle pour assumer tout ça? Mais en fait, oui, c'est vrai, ces personnes ont des failles et, comme vous disiez, Brigitte, oui, des personnes à problème, exactement. Donc il avait un peu le syndrome du sauveur. Il avait besoin, Exactement. Bon, ben là, qu'il vous sauve bien et que vous soyez heureuse avec lui, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup, à vous aussi. Et puis, écoutez, vous êtes bien parti, hein? Ça a l'air, hein? Je vous rappellerai, Brigitte. Oui. Voilà. D'accord. Très bien. Merci Alexandra, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Lucie Vincent, je suis ravie parce que on a quand même un homme en ligne avec nous. Finally. N'est-ce pas? Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre équipe. Bonjour Olivier. Bon, ça va, peut-être que les hommes aussi vivent l'amour. Disons que moi c'est un petit peu différent, ça fait pas très très longtemps qu'on se fréquente et puis donc on voit les choses arriver tranquillement, voilà. Et alors vous êtes ensemble, vous fréquentez depuis combien de temps? C'est pas très vieux, c'est moins de 6 mois et en plus de ça on n'habite pas l'un à côté de l'autre, donc on se voit quand on peut et puis bon, l'avantage c'est que j'ai ma zone de travail qui est sur là où elle réside, donc on trouve les occasions. Voilà. Mais c'est chouette aussi, hein, une histoire où on est un petit peu séparés par la distance, parce que ça rallonge, si je puis dire, le temps de la passion, non, Lucie Vincent? Mais c'est exactement ça, oui. Plus on ne se voit pas, plus on s'aime. Cette période de 18 à 36 mois que dure la passion, ça peut être prolongé toute une vie si on est séparés par la distance, par des problèmes de temps, par des métiers, par des vies ailleurs, par toutes sortes de raisons, et on continue à être passionnément amoureux et à faire l'amour énormément quand on se voit, justement parce que chaque fois qu'on se sépare, eh bien on renouvelle cette période de manque qui fait que la prochaine fois qu'on se voit, on retombe dans la passion absolue, dans la dépendance absolue, et puis ça dure que quelques jours, ou à la limite quelques semaines, et puis hop, on le renourrit d'une grande absence. Et donc, mais vous avez peut-être l'intention de construire une vie ensemble physiquement à plus long terme, ou peut-être vous ne savez pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est on s'apprend déjà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, bien sûr. 6 mois, c'est. Après le reste.
Oui, ça viendra au fur et à mesure. Mais il faut simplement être un peu conscient de cette histoire de passion qui se renouvelle avec les absences, parce que vous serez probablement amené à vous dire d'ici 1 an, 2 ans, oh mais regardez, on n'est pas comme les autres, on s'aime comme des fous, alors il faut forcément que l'un de nous change d'adresse et qu'on se mette ensemble parce qu'on est fait pour être ensemble. Soyez conscient quand même que vous êtes dans un paradis artificiel, en quelque sorte, dans votre manière de vivre en ce moment ensemble. Donc, il ne faut pas prendre ça comme base pour un avenir sûr à 2. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'avenir sûr à 2, mais c'est un petit peu un piège quand même. Disons que moi, personnellement, je laisse faire les choses et de toute manière, que je vive sous le même toit qu'elle ou pas, de par la reprise de mes activités professionnelles, je suis pas tous les soirs à la maison. Donc l'avantage aussi, c'est que ce manque, qu'on soit sous le même toit ou pas, il sera forcément là. Mais elle vit les choses de la même manière que vous, ou elle serait plus dans le désir de créer quelque chose ensemble? Disons qu'elle en a envie, mais bon, comme c'est tout frais, on laisse faire aussi le temps, quoi. Oui, donc j'ai l'impression qu'elle serait plus en demande que vous. Ouais, je pense qu'elle est plus en demande que moi. Oui, mais c'est souvent la femme qui a plus envie, peut-être aussi parce que vous avez peut-être plus d'occupation. Pas forcément, je pense que c'est en fait un passage obligé de tout homme et de toute femme qui ont eu, je dirais, un parcours sentimental un peu chaotique. Voilà. Et c'est on est un petit peu, moi dans la cinquantaine et elle aussi, on est, enfin moi je vois les choses complètement différentes à 30 ou 40 ans, quoi. Ah, on est un peu moins impulsif. On a payé pour apprendre, comme on dit. Oui, des fois la facture est lourde, hein. Mais vous avez l'impression, oui, alors vous avez l'impression que la facture est lourde, si vous le dites, je suppose que c'est parce que vous avez eu des histoires compliquées ou des ruptures pénibles. Ils ont mouvementé. On va dire mouvementé, si vous voulez. Oui, donc vous êtes un petit peu du genre chat échaudé craint l'eau froide, quoi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à vous engager comme ça trop vite. Disons que je préfère... Enfin, moi, mon expérience a fait que j'ai une personne que j'ai fréquentée, j'ai attendu 2 ans de me mettre avec elle sous le même toit. Ça a foiré lamentablement. Et je suis pas contre me mettre, je veux dire, vivre une belle histoire sous le même toit. Et disons que je préfère maintenant que la relation soit posée et un peu mûrie avant même de... Alors, il y a 2 choses que j'ai envie de répondre à ce que vous dites. D'abord, la première, c'est pas ce qu'on a vécu qui va forcément se reproduire. Hein. C'est un peu une tendance qu'on a dans tous les domaines, d'ailleurs, parce que ça s'est passé comme ça. On a l'impression que ça va forcément se repasser de la même manière. Donc ça, c'est pas vrai. Il y a jamais 2 histoires qui se ressemblent. Et ensuite, là où vous avez de toute façon raison, au bout de 6 mois, surtout quand on se voit de manière un peu épisodique, et on se connaît pas très bien. Et on le sait aussi, la vie entre le moment où on se voit parce qu'on est amoureux et le moment où on vit ensemble, c'est pas du tout la même vie. Oui, il y a un écart, mais bon, justement... on essaye de garder la tête froide. Moi, je pense que voilà, je pense qu'on a la maturité qui nous permet de garder un peu la tête froide et puis d'avancer tranquillement. Même si moi j'ai 2 heures de route pour aller la voir, même si on s'appelle en visio régulièrement tous les jours, des fois même plusieurs fois par jour. Et ça empêche pas. On essaye. Enfin moi personnellement, j'essaie d'être posé et d'y aller pas à pas. Maintenant, on ne sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve. Et
et j'ai pas envie de la décevoir, j'ai pas envie d'être déçu, donc on y va tranquillement, quoi. Oui, mais n'y allez pas trop tranquillement quand même. Je suis d'accord, ne brûlez pas tous vos vaisseaux, comme on dit, c'est-à-dire garder suffisamment la tête froide pour ne pas vous engager dans des choses qui, par exemple, vous feraient quitter votre région ou je ne sais quoi, ou de vous marier trop vite, etc. Mais en même temps, si vous êtes un tant soit peu amoureux, et elle aussi, vivez ça pleinement. Oh, mais oui. Disons que nous, on sait pas. Enfin, là, pour l'instant, on n'en est peut-être pas là. On sait juste qu'on se manque, qu'on a envie de se voir et qu'on a envie que ça continue. Donc, on plonge là-dedans et on avance là-dedans. D'accord. Donc, vous n'êtes pas dans cet état de passion dont on parlait à un moment. C'est plus une rencontre où on se fait du bien et on se rend compte qu'on est bien ensemble. On s'est pas encore rendu compte, je dirais, de cet état passionnel. Ça fait quand même 4-5 fois qu'on se voit. C'est souvent des petits week-ends ou des petits instants. L'avantage, c'est que on commence à s'apprendre et puis qu'on avance pas à pas. Maintenant, c'est vrai que la relation que j'ai débutée avec elle est complètement différente de ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. Ce qui est peut-être pas plus mal. Hein. C'est peut-être ça qui est un atout. Parce que finalement, quand ça démarre sur le thème de la passion, ça aveugle un peu. Tandis que là, on voit bien qu'Olivier, il n'a pas des lunettes roses. Hein. Exactement, oui. Ce n'est pas ce que j'avais compris au début. Donc, vous êtes absolument dans la raison pour l'instant. Oui. Disons que le côté passionnel, on ne peut pas le qualifier ni elle ni moi. Mais on sait qu'on se manque et qu'on a énormément envie de se voir. Donc déjà, pour nous, ça veut dire tout simplement que c'est plutôt très favorable. C'est vrai. Mais c'est peut-être une très belle histoire qui commence, Olivier. Oui, certainement. Bon, on vous le souhaite. Mais vous avez, si j'ai bien compris, avant, vous avez été très passionné. J'ai eu des histoires passionnées, passionnantes. Et en même temps excessivement houleuse. Donc vous avez peut-être plus envie de ça non plus. Hein. Non, la houle, non, merci. J'ai plus envie d'attraper le mal de mer. Je préfère avoir une relation quand même qui démarre avec un temps qui est plutôt calme. Après, ça n'empêche pas les coups de tabac et les coups de houle. Au contraire, ça met du piment. Mais je dirais avoir des pics et des creux dans une relation, ça devient préjudiciable, je pense, pour la passion. C'est une théorie intéressante. En général, la passion, ça vous emporte au-delà des creux. De toutes les façons, c'est quand on est passionnément amoureux, une des symptômes, c'est l'idéalisation du partenaire. Donc, les creux sont difficiles, sauf sur des cas de jalousie, parce que effectivement, s'il y en a un qui regarde rien qu'un tout petit peu ailleurs, ça déclenche beaucoup d'agressivité, c'est vrai. Donc, mais en dehors de ça, ça fonctionne plutôt sur les hauts que sur des bas. Mais c'est peut-être aussi parce que quand on tombe amoureux de quelqu'un qui est quand même très, par exemple, bipolaire ou très, il peut y avoir des creux. C'est peut-être. Mais c'est sûr. Si la personnalité rentre en jeu, oui, sur des histoires d'amour, et s'il y a une tendance vers le pathologique, ça peut fausser les données, pour sûr. Et là, les creux peuvent être très 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 bas. Bon, eh ben, écoute Olivier, continuez. Hein, Oui, de toute manière, je veux pas plonger dans le discours d'Erita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal en général. Et je préfère éviter. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je vais à ce rythme-là. Et pour l'instant, ça nous convient très bien à elle et à moi. Très bien. Oui, mais de toute façon, les chansons, les films, il faut bien que ça finisse un peu mal aussi, sinon ce serait trop monotone. Donc, c'est pas, ça ne reflète pas toujours la réalité. Moi, j'entends beaucoup de couples qui vivent des histoires qui vont bien, avec bien sûr de temps en temps des crises, hein, mais j'entends quand même des couples qui vivent depuis longtemps et qui vont bien. Hein.
Absolument, on en a entendu aujourd'hui même. Exactement, on en a entendu aujourd'hui. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Olivier. Merci de ce témoignage. Merci beaucoup, Lucie Vincent. Je rappelle ce livre, Le cerveau des amoureux, aux éditions Odile Jacob. C'est vraiment un guide de l'amour pour ceux qui ont envie de comprendre comment... Et pour comprendre son propre cerveau amoureux, parce que nous avons tous des cerveaux amoureux un petit peu différents les uns des autres. Donc comprendre le sien et comprendre celui de son partenaire avant de savoir où s'attaquer à ce qui ne fonctionne pas. Voilà, et comme ça, ça permet de le faire durer, cet amour. Alors demain, on est avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisque je crois que vous l'avez rencontré à Bruxelles. Le week-end dernier, mon chéri Yves Psalti, que j'aime beaucoup. C'est exactement ça, c'est avec Yves Psalti qu'on sera demain. C'est donc le créateur de la sexualité positive, et lui aussi nous donnera beaucoup de conseils pour justement bien maintenir une sexualité positive dans son couple. Et tout de suite, eh bien, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir, qui peut-être vous aidera aussi à voir si votre couple va durer ou pas. Je ne sais pas si vous croyez un petit peu à tout ça en tant que neurobiologiste. Moi, je crois à la biologie. Avant toute chose, je crois à l'évolution qui a mis en place des systèmes qui fonctionnent dans certains contextes et qu'il s'agisse de regarder le contexte et de comprendre ce qui est en train de se passer de manière très revenez vite, raisonnée. Nous éclairer. Merci beaucoup, Lucie Vincent. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler.